Ce matin-là, le village du Soleil porte mal son nom. Debout! Il pleut, un crachin maussade sur la banlieue de Pékin. On y va. Il est seulement 5h30. Malgré la météo, pas question de traîner sous la couette. On se dépêche. Dans cet orphelinat chinois, pas de bisous ni de câlins le matin. Dès le réveil, les enfants doivent faire leur lit et le ménage de leur dortoir. Xiaolong a 11 ans. En mandarin, son prénom signifie « petit dragon ». Comme tous les autres enfants qui vivent ici, Xiaolong n'a plus son père, ni sa mère. Bien réveillé? Tu as fait des rêves cette nuit? Eh oui, Tu as rêvé de quoi? que j'étais rentrée à ma maison. Petit dragon ne rentrera pas chez lui. Les parents de certains de ses enfants sont emprisonnés dans les geôles chinoises pour de très longues peines, entre 20 ans et la perpétuité. Mais surtout, la plupart, comme le père de Xiaolong, ont été condamnés à la peine capitale et exécutés. Mes parents se sont disputés. Ma mère est morte. Et puis mon père a été emprisonné. Et il a été condamné à mort. Mon papa, il est revenu dans une boîte d'os et de cendres. Une boîte de quoi? De cendres. Et on t'a dit comment il a été exécuté? Je ne sais pas. Mais il est devenu une boîte de cendres. Le village du Soleil accueille 150 pensionnaires. Leurs parents ont été condamnés pour viol, assassinat, détournement d'argent, proxénétisme, mais aussi troubles à l'ordre public au cours d'émeutes politiques. Xiaolong avait 6 ans lorsque la police l'a amené ici. Alignez-vous. Redressez le dos. On ne regarde pas ses pieds, on regarde devant. On cultive lorsque le soleil est haut dans le ciel. La sueur de chaque grain de riz tombe dans la terre. Au menu du petit déjeuner, de la soupe de riz, des brioches cuites à la vapeur et de la choucroute marinée. L'ambiance est sérieuse, un peu martiale. Pour Xiaolong et les autres, le rituel est immuable. Petit Dragon n'a plus beaucoup de souvenirs de sa vie d'avant. Ou alors, il les a occultés. Autrefois, chez moi, je buvais du lait. Dans ma maison, on élevait des poules et des canards. Il y avait la cuisine à droite et devant, une cour avec de grands arbres. Et derrière, les toilettes. C'est tout ce dont je me rappelle. Des images floues d'avant le châtiment suprême. La Chine détient un record en matière de peine de mort. 80% des exécutions mondiales ont lieu dans ce pays. Il y en aurait environ 5000 par an, une quinzaine chaque jour. Les chiffres officiels restent secrets d'État. Mais jusqu'en 2005, les exécutions avaient lieu par tir à bout portant, souvent dans des stades, pour l'exemple. Par rapport à l'exécution par arme à feu, l'injection létale semble désormais plus humaine. Regardez comment fonctionnent ces nouvelles salles d'exécution mobile. Cette télévision chinoise présente le dispositif au JT comme une technologie dernier cri. L'exécution a lieu dans un autobus. Il y a une cloison entre le condamné et les policiers. Le condamné est fixé sur le lit par des sangles et sort le bras par la fenêtre. Il existe même une brochure publicitaire présentant ces bus de la mort. Des autocars aux portes blindées qui se déplacent de province en province en fonction des besoins. L'injection du produit fatal coûte 45 €. Mais c'est la Cour suprême qui paye les seringues. Les autorités chinoises perfectionnent les méthodes d'exécution. Mais pour les orphelins des condamnés à mort, aucune prise en charge n'est prévue. Le village du Soleil est une structure 100% privée qui fonctionne sans subvention de l'État.
bonjour toi. Ça va ma chérie? C'est cette femme de 64 ans qui l'a fondée. Ici, tout le monde l'appelle Grand-mère Zhang. Demain, on va apprendre une danse pour préparer un petit spectacle, d'accord? Cette divorcée, mère de 2 enfants, est favorable à la peine de mort. Mais elle se bat contre la discrimination que subissent les fils et filles de condamnés, considérés comme les enfants de la honte. Un proverbe chinois dit qu'un tigre n'accouche pas de chiot. Autrement dit, les enfants portent l'infamie des actes de leurs parents. Pour Madame Zhang, tout a commencé en 1995. À l'époque, elle est gardienne de prison et s'émeut de la détresse des détenus qui s'inquiètent pour l'avenir de leur progéniture. Je vous incite à bien vous conduire en prison pour retrouver le droit chemin. Et j'espère qu'à votre sortie, vous retrouverez vos enfants. Sur son temps libre, Madame Zhang parcourt les campagnes chinoises, filmée par un ami journaliste dans une télévision locale. Elle mène des enquêtes de voisinage et retrouve plusieurs petits rejetés par la société. Abandonnés, en haillons, parfois dénutris ou victimes de maltraitance. Au début, la surveillante se bat seule contre tous, car la peine de mort est un sujet sensible sous une dictature. Mais en 1999, elle obtient pour la première fois la possibilité historique d'organiser en prison une visite entre ses fillettes et leur mère condamnée. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Allez madame, il faut y aller maintenant. Dites au revoir à votre maman. Zhang Shuqin démissionne ensuite de son poste de fonctionnaire et ouvre progressivement 9 villages du soleil dans toute la Chine. Ces orphelinats sont aujourd'hui financés par des dons de particuliers, d'entreprises et par la vente d'objets fabriqués par les enfants. La loi chinoise n'autorise pas l'adoption des enfants de condamnés, mais Madame Zhang propose de les parrainer pour 500 € par an. La famille de petits dragons se résume désormais à sa sœur, Miao Miao Petit Bourgeon, et leur grand-père de 73 ans. Le vieil homme n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de ses petits-enfants. Madame Zhang l'emploie donc comme jardinier et le loge au village du Soleil. L'histoire de cette famille est un tragique fait divers. Le père des enfants avait une maîtresse. Lorsque son épouse l'a appris, la maîtresse a alors interrompu la liaison adultère de peur du scandale. Et le père des enfants l'a assassiné, ainsi que son mari. Après avoir été condamné à mort, il a accordé à une présentatrice vedette une interview exclusive. J'avais une famille qui vivait paisiblement, 2 beaux enfants. Et malheureusement, c'est moi qui ai brisé ce bonheur. Quelques jours avant son exécution, le condamné à mort a pu embrasser une dernière fois Xiaolong et Miao Miao. Travaillez bien à l'école. Ne suivez pas mon chemin. Il m'a demandé d'être sage et de bien m'occuper de mon petit frère, et moi j'ai pleuré. Mon fils a été exécuté le 24 septembre 2009. Pour payer les études des enfants, il avait décidé de vendre ses organes. Du coup, l'hôpital l'a endormi sur une table d'opération et on lui a prélevé le cœur, les reins, les cornets et on ne l'a pas ranimé. Il est mort comme ça. Mais le scandale, c'est que l'hôpital a pris tous les organes et qu'ils ne nous ont jamais donné d'argent. Et depuis, ma petite fille me dit sans arrêt qu'elle voudrait connaître celui qui a maintenant le cœur de son papa. Et moi, je ne sais pas comment faire pour récupérer l'argent. Cette histoire est abominable, mais plausible. En 2006, le ministre de la Santé chinois
a en effet reconnu que les dons d'organes en Chine proviennent essentiellement des condamnés à mort consentants. Depuis que le déshonneur a frappé la famille, la femme du grand-père, la grand-mère des enfants, ne veut plus les voir. Xiaolong et Miao Miao sont non seulement rejetés, mais aussi menacés par les proches du couple assassiné qui veulent se venger contre eux. Miao Miao avait 10 ans lorsque son papa a été exécuté. Depuis, elle souffre d'épilepsie et a plusieurs fois fugué du village du Soleil. Je n'aime pas la police car elle attrape les méchants. C'est normal de punir les méchants, mais ensuite, les enfants des méchants sont tristes lorsque leurs parents sont exécutés avec la peine de mort. Miao Miao et Xiaolong sont scolarisés à l'école publique la plus proche de l'orphelinat. Chaque matin, le cours commence au son d'un hymne révolutionnaire, accompagné d'une récitation de poèmes patriotiques en l'honneur de Mao. Dans cette école, un élève sur 10 vient du village du Soleil. Lorsque les orphelins de condamnés à mort arrivent, ils sont parfois rejetés par les autres enfants et ils ont des problèmes psychologiques. Ils sont enfermés. Alors nous, les enseignants, on leur fait un peu de soutien scolaire et on dit aux autres élèves de ne pas les mettre à l'écart. Xiaolong rêve de devenir musicien. Les professeurs le présentent comme un écolier intelligent et motivé. Même s'il nous avoue que c'est dur de côtoyer des camarades qui ont encore leurs parents. Je suis allée jouer chez un copain et toute la famille regardait la télé, tous ensemble dans le salon. Ça m'a fait envie. J'ai trouvé ça bien. Le budget de fonctionnement du village du Soleil est de 300 000 € par an et il emploie 70 personnes. Beaucoup sont d'anciens détenus, comme Pei Yongzhen, qui travaille comme nounou. Elle a été emprisonnée pendant 14 ans pour détention d'héroïne. Son mari, lui, a été condamné à mort pour trafic de drogue et fusillé. C'est même Madame Peng qui a dû payer la balle, 8 €. En haut de ses lettres, mon mari écrivait le décompte qui le séparait du jour de l'exécution. J-10, J-9. Il m'a écrit jusqu'au jour de sa mort. Mes filles en avaient marre que je parle du passé, que je relise tout le temps ces lettres en pleurant. Alors elles m'ont demandé de les brûler. Je l'ai fait, mais aujourd'hui je regrette de les avoir brûlées. Je regrette. Les jumelles de Madame Peng ont donc grandi au village du Soleil. Elles sont aujourd'hui internes dans l'université d'une province voisine. Pour les pensionnaires qui ont encore un parent détenu, Madame Zhang, la directrice, a obtenu de la part des autorités pénitentiaires le droit d'une visite par an en prison et d'un coup de téléphone de 3 minutes tous les 2 mois. Quand vas-tu sortir de la prison? Quoi? Tu vas sortir quand? Quand je vais sortir? Bientôt. Et dans combien d'années? Dans combien d'années? Maman va sortir dans 9 ans. Mais si je travaille dur et si je suis gentille avec les surveillants, j'aurai peut-être une réduction de peine. Et alors je pourrai rentrer dans 7 ans. Chaque mois, la directrice accueille 4 à 5 nouveaux pensionnaires. Nous partons avec elle pour chercher 2 enfants. Un long voyage de 2000 km en avion, puis 5 heures de voiture. Nous arrivons dans un village reculé du Hunan, une province rurale, traditionnelle, au sud de la Chine. C'est une prison qui a appelé Madame Zhang pour l'alerter sur le sort des enfants qui vivent dans cette maison. Ils habitent avec leur arrière-grand-mère grabataire de 93 ans. Elle a l'air sage, votre petite fille. Asseyez-vous là, je vais vous expliquer.
Le père des petits a été condamné à mort pour meurtre et trafic de drogue. Même si ça paraît incroyable, leur mère les a abandonnés à cause du déshonneur et du manque de moyens. Dans la voiture, j'ai une boîte de bonbons pour eux. La famille vit dans une pauvreté extrême, dans ce 2 pièces insalubres. Une sorte d'étable, au sol de gravats, sans sanitaire, qu'elle partage avec les poules et les cochons. Depuis 2 ans, les petits ne sont plus scolarisés. C'est Sinyao, la fillette, qui fait la cuisine et qui lave les vêtements. C'est ton dernier bulletin d'il y a 2 ans. C'est écrit que tu participes en classe, mais que tu dois faire tes devoirs plus vite. Mais tu as de bonnes appréciations. Je pense que tu pourrais être en CE1 ou en CE2. Les tantes s'interrogent sur le village du soleil. Mais le papa va mourir ou il ne sortira jamais. Alors on reverra quand même les enfants un jour. Oui, bien sûr. Et si l'arrière-grand-mère est malade, les enfants pourront venir lui rendre visite. C'est l'heure du départ pour retourner à Pékin. Les tantes consolent l'arrière-grand-mère. Ils seront bien là-bas, t'inquiète pas. Tu sais bien que nous, on n'a plus les moyens de les élever. On n'a pas le choix. Tu sais bien qu'on n'y arrive pas. Tu les reverras un jour. Pour emmener les enfants au village du soleil, il faut l'autorisation de leur père. Nous partons donc pour la prison, accompagnés d'une des tantes et de la grand-mère. Pour elle, c'est un grand moment. La famille n'a pas revu le condamné à mort depuis son incarcération il y a 4 ans, par manque d'argent et de contact avec les autorités chinoises. Exceptionnellement, nous allons pouvoir filmer ces retrouvailles. Nous entrons dans le quartier réservé aux condamnés à mort. Ils sont une dizaine par cellule. Le prisonnier 2439 est amené dans cette salle de réunion. Il est amaigri. Sa famille affirme qu'il a autrefois été torturé par la police. Tu vois, c'est ton papa qui va partir au ciel. Ton papa qui va partir au ciel. Mon fils, ça me fait si mal au cœur de te voir comme ça. Dans beaucoup de prisons chinoises, les prisonniers sont isolés derrière un parloir vitré. Ici, Madame Jiang a obtenu que le condamné puisse prendre ses enfants dans ses bras. La scène est déchirante, mais la directrice de l'orphelinat insiste toujours pour que les enfants puissent dire adieu à leurs parents. Le prisonnier fait connaissance avec son petit garçon. Il ne l'avait encore jamais vu, car l'enfant de 3 ans et demi est né peu de temps après son incarcération. Madame Jiang montre au papa un DVD qui présente le village du soleil. Le condamné étreint peut-être ses enfants pour la dernière fois. Aujourd'hui, je suis plus ou moins bien traité. Mais je m'inquiète surtout pour les enfants. C'est pour ça que j'ai demandé à la police de m'aider à trouver une solution pour qu'ils soient placés. Ça a été tellement dur de ne pas les voir pendant 4 ans. J'espère que vous serez bien sages, hein. Papa a fait une grosse bêtise. Le père a encore une chance de voir sa peine commuée en prison à perpétuité. Il sera fixé sur son sort en décembre. Il signe un document d'abandon de tutelle au profit de Madame Jiang. Cet autre condamné confie lui aussi ses enfants au village du soleil. Vous avez commis des erreurs, mais j'ai pitié de vous. Les grands-parents pourront rendre visite aux enfants au village du soleil et les voir grandir. J'espère que tu vas bien te comporter pour peut-être être gracié. En tout cas, fais-nous confiance. Nous allons financer l'avenir de tes enfants. Allez, dites au revoir à votre papa.
Allez, on y va. Le soir même, nous reprenons la route pour la capitale chinoise. Pour Xin Yao, c'est l'heure d'un grand changement de vie. Il est grand l'avion. Je suis contente de prendre cette grande machine qui vole dans les airs. Le lendemain, Madame Zhang lui fait visiter l'orphelinat. Tu vois, là, ce sont les fleurs qui sont cultivées et arrosées par les enfants. Tu aimes le jardinage? Xin Yao aura son lit dans ce dortoir. Regarde là, les enfants ont bien fait leur lit. Et ils ont bien rangé leurs serviettes. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Les lits ont l'air confortables. Et c'est bien rangé. Dans la salle de spectacle du village du Soleil, c'est l'effervescence. Les autres enfants préparent une petite cérémonie pour accueillir les nouveaux pensionnaires du mois. Lorsqu'on est accueilli par une fête, je pense qu'on est moins stressé. Moi aussi, quand je suis arrivée, on m'a fait une fête. Je m'en souviens encore. Ça permet de faire plus vite connaissance avec tout le monde et on est moins timide ensuite. Notre famille s'agrandit. On accueille de nouveaux quoi? De nouveaux frères et sœurs. Et on leur dit quoi? Bienvenue les nouveaux. On les applaudit. Tu nous dis quelque chose? Je suis contente d'avoir beaucoup de nouveaux amis pour jouer. C'est très bien. On l'applaudit encore. Le petit frère de Xin Yao la rejoindra quelques jours plus tard, le temps de se faire établir un passeport. Xin Yao, Miao Miao et Xiaolong verront sans doute encore arriver de nombreux autres petits frères et petites sœurs. En mars dernier, le premier ministre du pays, Wen Jiabao, a déclaré dans une conférence de presse que la société chinoise n'était pas prête à abolir la peine de mort. Li Xue, 23 ans, est étudiante. Mais à l'université, elle n'emprunte jamais la même entrée que les autres jeunes. À la porte principale, il y a des agents de sécurité qui contrôlent les pièces d'identité. Alors que derrière, le contrôle est moins strict. C'est donc moins risqué pour moi. Je prends cette porte-là. Li Xue étudie le droit et l'anglais clandestinement, en auditeur libre. Elle n'a pas pu s'inscrire car elle ne possède pas de pièce d'identité. Elle est ce qu'on appelle en Chine une Heihaizi, une enfant noire. Son tort, être née en deuxième, dans un pays où pendant 35 ans, pour limiter la surpopulation, la politique de l'enfant unique n'a autorisé les couples à n'en avoir qu'un. Li Xue n'a donc pas d'existence légale. Ça, c'est la cantine. Sans carte d'étudiante, elle n'y a pas accès. Tous les midis, elle est contrainte d'aller manger à l'extérieur. Je vais vous prendre une crêpe au jambon. Sans piment. Tenez. Personne ne connaît ma situation ici. J'ai peur que si les gens découvrent, ils me dénoncent et que les profs ne me laissent plus venir suivre leurs cours. Je me sens très différente des jeunes de mon âge. C'est comme si j'étais née, mais que je n'existais pas. Seule ma famille connaît mon existence, mais pour le reste du monde,
Je n'existe pas. Li Xue a beau être assidue, elle ne peut passer aucun examen, ni être diplômée. Comme elle, en Chine, il serait plus de 13 millions d'enfants et de jeunes adultes à vivre clandestinement dans leur propre pays. Des enfants coupables d'être nés en trop. Privés d'école, d'emploi, d'accès aux soins, ils sont depuis 35 ans les spectres de la politique de l'enfant unique. En janvier 2016, celle-ci a été assouplie. Les Chinois ont désormais droit d'avoir 2 enfants et les autorités ont promis de reconnaître ces citoyens sans droit. Mais pour l'instant, ils sont des millions à vivre dans l'ombre, dans l'attente de leur nouvelle vie. Li Xue habite l'un des derniers quartiers traditionnels du centre de Pékin. Des ruelles modestes qu'on appelle les Hutong. Son père est décédé. Elle habite ici avec sa mère handicapée de 57 ans. Elle était bien la prof aujourd'hui, mais elle ne parlait que de sa vie personnelle. J'ai pas appris grand-chose. Ça, c'est notre livret de famille. Sur la première page, il y a le nom de mon père, Li Hongyu. Là, celui de ma mère. Là, celui de ma grande sœur, Li Bin, et moi. Je devrais apparaître sur la dernière page, mais elle est blanche. C'est parce qu'elle est invisible sur ce livret que Li Xue est privée d'existence légale. Ce sésame, le hukou, est le principal papier d'identité de tout Chinois. Parce que mon nom n'apparaît pas là, je ne peux pas vivre comme les autres. Juste à cause de cette page blanche. Je suis privée de tous les droits fondamentaux. Je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas travailler, je ne peux pas acheter de médicaments, je ne peux pas voyager. Tout ça à cause de cette page blanche. Sa mère, Bai Chunling, et son père connaissaient bien le néant administratif réservé à ces enfants nés en trop. C'est bien pour ça d'ailleurs que Bai, alors ouvrière dans une usine textile d'État, n'avait pas prévu d'en avoir un deuxième. Je suis tombée enceinte par erreur, mais ma jambe s'est infectée. Les médecins ont refusé de m'avorter. J'ai été licenciée, j'ai perdu ma sécurité sociale et mon droit à la retraite. Parce que j'ai eu ma fille, j'ai tout perdu. C'était la sentence pour les employés d'entreprises d'État lorsqu'ils enfreignaient la politique de l'enfant unique. Prends une assiette. Depuis 23 ans, Bai ne perçoit qu'une allocation dérisoire de 100 € par mois. Aujourd'hui, avec Li Xue, elle vit grâce à sa fille aînée de 31 ans, Li Bin. Je trouve que tes camarades étaient plutôt à la mode. Comme Li Xue ne pouvait pas aller à l'école, c'est elle qui, le soir après les cours, lui apprenait à lire et à écrire. Aujourd'hui, Li Bin leur reverse tout son salaire, 400 €, gagnés comme ouvrière à la chaîne dans une usine d'aéromécanique. Remets bien tes petits cheveux. Et si ça n'était que ça? La pression était si forte que mon mari est parti. Ça a à voir avec tout ça? Oui, disons que tout ça était trop lourd à supporter pour lui. Il ne se sentait pas de porter notre histoire. Donc on s'est séparés. Mais pour moi, c'est ma famille. Ce sont mes proches. Et je ne peux pas les laisser tomber. Je ne vais pas les regarder mener une vie malheureuse et me détourner.
Je veux ce qu'il y a de meilleur pour elle. Alors je dois les aider au maximum. Pour les quelques enfants qui ont déjà été régularisés, tout n'est pas réglé pour autant. Le petit bout de papier qui donne enfin une existence légale, Miao Miao, 7 ans, est l'une des premières à l'avoir obtenu depuis l'assouplissement de la politique. Ça, c'est notre roucou familial. Moi, avant, j'étais pas dessus. Et tu es heureuse? Très heureuse. Pourquoi? Parce qu'avant, quand mon nom n'était pas dessus, moi je me disais, pourquoi il y a le nom des autres dans la famille et il n'y a pas le mien? Maintenant qu'il y a mon nom, c'est plus juste. Parce qu'avant, c'est comme si notre famille ne comptait que 3 personnes. Et maintenant tu vas pouvoir te marier, trouver du travail plus tard? Moi je veux être peintre. Mais ma mère dit qu'un peintre, c'est pas bien, parce que ça gagne pas d'argent. Elle dit qu'un expert en géographie, c'est mieux, parce que ça peut devenir très riche. Ça, c'était ma carte d'identité d'avant, mais elle est pas très présentable. En fait, comme je n'en avais pas, je l'avais dessinée moi-même. Là, c'est Miao Miao, avant qu'elle perde ses dents de lait. Là, t'avais quoi, 5 ans? Oui, 5 ans. Pour Madame Wan, Miao Miao a beau être désormais une citoyenne comme les autres, avec les mêmes droits que sa sœur aînée, son existence reste taboue. Pendant toutes ces années, son père a caché l'existence de Miao Miao à son employeur. Lorsque ses collègues venaient à la maison, on la cachait. Par peur des représailles, encore aujourd'hui, il ne veut pas dire au travail qu'elle existe. Le père, qui travaille dans une grande société immobilière d'État, n'a d'ailleurs pas souhaité apparaître dans ce reportage. Surtout, la régularisation n'annule pas l'amende exorbitante que la famille doit à l'État pour avoir eu illégalement un deuxième enfant. On leur doit toujours 32 500 €. C'est quoi ça? L'amende de cet enfant né en trop, comme ils disent. Parce qu'on a eu un deuxième enfant, on doit à l'État 32 500 €. Et ça vous fait quoi? C'est astronomique. Pour cette famille, cela représente 3 ans de salaire. L'argument des autorités, c'est de dire que nous avons eu notre deuxième enfant avant que la politique ne soit assouplie. Elles ne veulent pas annuler ces amendes, parce qu'elles craignent que les parents qu'elles ont fait payer pendant 35 ans, juste parce qu'ils voulaient un deuxième enfant, demandent à être remboursés. Et que cela crée des tensions sociales. Ces amendes représenteraient à l'échelle de la Chine entière 2,5 milliards d'euros. La famille Wan a intenté à l'État un procès pour faire annuler la sienne, mais ils viennent de perdre en première instance. C'est lequel ton petit-fils? C'est le plus costaud là-bas. En Chine, pour faire annuler ou tout au moins baisser ces fameuses amendes, mieux vaut ne pas trop compter sur la justice, mais plutôt faire jouer ses relations. Coucou mon trésor. Sun Li et sa femme ont fait fortune dans la publicité. Ils vivent dans un quartier huppé de Pékin, dans cet immeuble moderne. À eux deux, ils gagnent 4 200 € par mois, 8 fois le salaire moyen dans la capitale. Avant l'assouplissement de la loi, ils ont décidé, en toute connaissance de cause, d'avoir un deuxième enfant. Va me chercher mon portable. Pour eux, c'est un investissement pour leurs vieux jours. En Chine, lorsqu'ils sont grands, les enfants doivent subvenir aux besoins des 2 parents et des 4 grands-parents. Un enfant unique ne peut pas faire ça tout seul. C'est trop de pression. Même s'il n'a pas voulu nous donner trop de détails, le couple connaît des gens bien placés dans sa province natale, à 2000 km de Pékin. Il a donc pu rapidement faire régulariser sa petite fille de 18 mois
Et surtout, bénéficier d'une ristourne pour l'amende qui ne leur a coûté que 300 €. On appelle ces amendes les frais de contribution à la société. Mais lorsqu'on connaît des gens, on peut faire baisser le prix. Ce n'est peut-être pas juste, mais ça facilite bien des choses. Je peux rentrer avec mes chaussures? Pour autant, Merci, merci. comme le roucou de la petite Gnogno est un roucou de la campagne, elle n'aura pas les mêmes droits qu'avec un roucou urbain. Le bébé a donc hérité d'une pièce d'identité de seconde zone. Ici, à Pékin, elle peut aller à l'école jusqu'au collège. Mais nous devons payer. Et au lycée, elle n'aura plus le droit d'être scolarisée dans la capitale, même si nous payons. Ce qui veut dire concrètement qu'on va devoir soit rentrer dans notre province, ou partir à l'étranger, si on veut qu'elle continue ses études. Ce système de caste qui ne porte pas son nom, Li Shui, l'enfant de l'ombre, a décidé de le dénoncer. Dans les médias locaux, depuis quelques années, l'étudiante en droit n'hésite pas à raconter son histoire, s'érigeant en porte-voix de ces millions de citoyens sans existence. Nous n'existons pas parce que les autorités refusent de nous donner un roucou. Elle a intenté plus de 30 procès aux autorités de Pékin. Et tous les week-ends, à la bibliothèque, elle vient emprunter des livres de droit, avec la carte de sa grande sœur, évidemment. Je veux approfondir mes connaissances du droit chinois, voir s'il y a eu des évolutions récentes dans la loi. Cela va me permettre d'être plus précise dans les nouvelles plaintes que je compte rédiger. Li Shui est à la recherche d'une brèche dans la loi chinoise. Elle veut prouver qu'il est illégitime de lui interdire une identité. Elle pense peut-être avoir trouvé la solution dans un vieux texte écrit dans les années 50, avant la politique de l'enfant unique. Selon le règlement relatif à l'enregistrement du roucou, tous les citoyens de la République populaire de Chine doivent se voir accorder un roucou. Aucune instance n'a donc le droit de le refuser, que ce soit au premier ou au deuxième enfant. Tout ce à quoi j'aspire, c'est de vivre comme quelqu'un de normal. Vivre sans dépendre de mes parents ou de ma sœur. Je veux juste vivre normalement. Sauf que sans roucou, je n'ai aucune perspective. L'obstination de Li Shui a fini par payer. Depuis notre tournage, elle a enfin obtenu le fameux sésame. Mettez-vous tous en ligne. Ce statut tant convoité de citoyenne, Miao Miao, la petite fille qui rêve d'être peintre, en découvre déjà les avantages. Elle s'apprête à devenir jeune pionnière. Ce mouvement, une sorte de scoutisme politique obligatoire de 6 à 14 ans, existe depuis l'époque de Mao. C'est la première étape pour intégrer le parti plus tard. La garantie d'un avenir assuré, sa maman le sait. C'est une nouvelle vie qui commence pour elle. Je suis si soulagée. Ce matin, elle était si excitée qu'elle s'est réveillée à l'aube. Je veux pas rater le début. C'est un jour très particulier que vous n'oublierez jamais. Les anciens enfants de l'ombre, comme Miao Miao, n'ont pas le choix. Ils doivent prêter allégeance à ce parti, même s'il les a longtemps rejetés.
Près de 100 ans après sa création, dans cette Chine devenue capitaliste, c'est encore le parti qui régit la vie privée des familles.